Yo, bah, salut les corbacs. Bon, pour le coup, je suis blasé. Faut que je fasse un truc que je déteste refaire, c'est-à-dire refaire la vidéo que j'ai tournée hier soir et dont le son a malheureusement pas été pris en compte parce que j'avais mon micro sur moi, sauf qu'il y avait plus de batterie dans le micro. Et du coup, il y a le micro du téléphone n'a pas pris le relais, il n'y avait pas de son du tout. Voilà. Donc je suis blasé, faut que je recommence tout à zéro. Alors j'espère que je vais retraiter le même sujet aussi bien, parce que j'étais content du résultat hier, merde. Donc c'est pour ça que je déteste refaire ce genre de truc. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc les deux choses que je traitais dans le sujet d'hier, c'était d'une part le sujet de mes showgetters, le prototype que j'ai fabriqué hier, oui, parce que j'ai plusieurs prototypes en tête, et puis avant de me mettre sur ces histoires de tentes qui prennent beaucoup de temps, et j'ai commencé de regarder un petit peu les matériaux, tout ça, commencer à faire mes plans, mes petites prévisions. J'en avais un facile et rapide à faire directement, j'avais tout sous la main, plus ou moins, pour pouvoir le faire, c'est-à-dire l'histoire des showgetters, donc je vais vous expliquer tout de suite. Mais avant ça, donc oui, l'autre sujet que je vais refaire, c'est je reviens sur les commentaires que j'ai eus par rapport à la vidéo, donc du coup, ça devait être celle qui a été diffusée hier, je crois, où je parlais d'Atéchuet et du fait que de la polysémie entre le terme présenter ses excuses qu'on peut faire au quotidien dans pas mal de circonstances, et se trouver des excuses, des bonnes excuses. Oh, on a toujours des bonnes excuses pour avoir foiré dans ce qu'on devait faire, et en fait ça aide pas, mais bon. Puisque c'était hier et que depuis il y a eu d'autres choses qui se sont greffées dessus, j'ai deux autres sujets à traiter. L'histoire des orques qui font des cadeaux aux scientifiques. Alors ça, c'est très intéressant. Et puis un autre sujet un petit peu plus trivial, mais qui moi me gonfle beaucoup parce que c'est tellement révélateur de notre société. C'est-à-dire, c'est sur une vidéo que j'ai vue concernant un rhum très fort pour les gangsters. Alors bon, ça m'a gonflé. Je vais vous en parler. Bon, je commence par l'histoire des showgetters. Alors, qu'est-ce que j'appelle les showgetters? Alors donc c'est con parce que dans la vidéo que j'avais tournée hier, j'avais mis mes chaussures de marche exprès pour pouvoir vous faire voir comment ça s'installe et puis à quoi ça sert. J'ai pas remis les chaussures aujourd'hui, je vais juste vous faire voir mes prototypes, enfin mon prototype, et puis je vous explique un petit peu le principe. Donc les showgetters, c'est quoi? C'est des chaussettes guêtres. Donc ça, c'est quand on la met en chaussette tout court, et ça, c'est quand ça vient recouvrir la chaussure. Alors, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire, c'est une chaussette classique, la partie noire, sur laquelle, alors pour ceux qui ont l'œil, en fait, la partie en couleur là, c'est le haut de la paire de chaussettes qui me restait de quand j'ai fait ma rando. Elles étaient cuites, hein, c'est sans remords, voilà. Le haut, il était encore en bon état, mais le bas, il était défoncé, prêt à faire des trous. Il y en avait déjà, j'en ai réparé, enfin bref. Et donc, l'idée, c'est que quand on fait de la rando, comme moi j'en fais, le problème c'est que on a souvent, alors surtout à cette période de l'année, des petites graines, des petits cailloux, du sable, des saloperies qui viennent se glisser entre la chaussette et la chaussure. Alors moi, ça fait des années, ce que je fais, c'est que je retrousse le haut de mes chaussettes. Je prends des chaussettes qui sont toujours un peu montantes et je retrousse le haut par-dessus la chaussure, de façon à ce que éviter que ça rentre dedans. Et alors le problème, c'est que ça a tendance à rentrer dans la chaussette, mais quand même vachement moins, parce que la chaussette, ça serre la cheville, c'est bien plaqué contre la cheville, si bien que
Oh, il y en a toujours un petit peu qui passent, mais bon, pas trop, ça va. Alors, c'est pas mal comme système, sauf que, d'une part, ça reste pas bien en place, c'est pas fait pour. Et d'autre part, l'autre souci, c'est que l'intérieur des chaussettes, parce que comme je les retrousse, c'est l'intérieur qui se retrouve à l'extérieur. L'intérieur des chaussettes, il n'est pas conçu pour affronter les ronces, la végétation et tout ça, si bien que déjà d'une, les petites graines en question, elles viennent bien se glisser dans les mailles, hein, donc c'est chiant à éplucher ensuite. Et puis en plus de ça, l'autre souci, c'est que justement, c'est pas fait pour affronter les ronces notamment, si bien que ça tire des fils dans tous les sens, ça fait des trous dans les chaussettes, c'est pas l'idéal. Donc moi, mon idée, c'est quelque part une double chaussette, vous voyez. Donc comme je disais, il y a quand c'est en mode chaussette, ça fait double épaisseur, on va dire, mais quand c'est en mode chauguêtre, je retrousse ça par-dessus ma chaussure. Cette partie-là, elle vient par-dessus ma chaussure. Donc ça, c'est l'extérieur, hein, et ça, c'est l'intérieur, puisque c'est retroussé dans l'autre sens. Vous comprenez le truc. Et donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai bien cousu l'un sur l'autre. Alors bon, je sais pas si on va bien voir, mais je suis super fier de mes coutures. Elles sont aux petits oignons. Alors c'était pas évident à faire, et d'autant plus que c'était la première fois que je faisais des coutures sur un matériau élastique. Donc faire des coutures qui soient élastiques, c'est pas du tout évident. Hein, pour ceux qui connaissent un peu la couture, c'est pas facile. C'était la première fois moi que je faisais ça, donc il a fallu que quand j'ai mis le pied dedans, il y a des coutures qui ont pété. Il a fallu que je refasse du raccommodage sur les coutures qui ont pété. Bref, j'ai fait ça ce matin. Hier soir, c'était un petit peu, il y a 2-3 fils qui ont cassé, mais j'ai réparé ça ce matin. A priori, ça tient. Bon. Au pire, de toute façon, hein, j'ai toujours du fil et une aiguille quand je suis en rando, donc je pourrais raccommoder le truc, il n'y a pas de souci. Et donc l'idée, comme je disais, c'est d'avoir cette partie-là, la partie haute double, qui se rabat sur la chaussure. Et pour que ça tienne en place, j'ai rajouté des petits crochets. Alors bon, ça j'ai piqué ça dans les affaires de couture de ma mère. Hein, c'est des agrafes pour les vêtements. Enfin bref. Donc ah oui, je voulais faire voir quand même la couture extérieure. Non, parce que je sais pas si on va bien voir, mais la couture extérieure, elle est vraiment juste mais super belle, quoi. Bon, alors effectivement, on voit des bouts de fil qui dépassent parce que, comme je disais, j'ai dû raccommoder, mais c'est super propre. Vraiment, limite, on voit pas la couture, quoi. Et donc, le petit crochet qui vient se rabattre, se prendre sur les lacets pour bien tenir en place. Alors, le truc, c'est que je peux pas faire la même chose sur l'arrière parce qu'il n'y a pas de lacet à l'arrière, hein, forcément. J'espère que ça va tenir comme ça. Il va falloir que je les teste, hein. Sinon, moi, j'avais pensé passer un cordon élastique à l'intérieur du collet, là, enfin, ce que moi j'appelle le collet de la chaussette, là, passer un cordon élastique pour tirer, pour bien serrer. Bon, le problème, c'est que je suis pas sûr que ça va forcément bien fonctionner avec tous les modèles de chaussures. Un autre truc, c'est que moi, j'ai fait avec des chaussettes que j'en ai pas acheté exprès pour l'occasion. Donc, ça veut dire que ça monte assez haut. En réalité, j'aurais bien voulu, pour éviter les doubles épaisseurs et que ça serre trop la cheville, avoir des chaussettes un peu plus courtes et puis avoir celle-là qui remonte par-dessus, mais voilà, ça fait moins de surépaisseur et donc moins serrer la cheville, quoi. Voilà. Bon, comme je disais, à tester. Alors oui, dans l'idéal, faudrait que je pose un brevet à 5000 balles, vas-y, paye tes 5000 €, et puis ensuite faire fabriquer, j'ai vu qu'il y avait des fabricants français de chaussettes qui ont l'air de faire du très bon matos, et honnêtement, j'aurais bien voulu me mettre en mèche avec eux pour ça. Mais le problème est toujours le même, si t'as pas un brevet, moi je me pointe avec mon idée, bonjour messieurs dames, j'aimerais bien faire fabriquer mes chaussettes, oui bien sûr monsieur, on va vous les fabriquer, mais on va vous piquer votre idée, vous voyez, bon, c'est toujours le même truc, quoi, hein, si tu déposes pas ton idée, donc niquer pour niquer, voilà, je vous donne mon idée, les gens, vous qui suivez ma chaîne et qui m'aimez bien, voilà, si ça vous amuse de faire un peu de couture et puis de vous fabriquer des chauguettes pour pas être emmerdé comme moi j'aime bien justement.
Et ben voilà, libre à vous, DIY ton ami. Libre à vous de recommencer et de refaire la même chose que moi. J'espère que ça pourra vous aider. Ça serait cool, ça me ferait plaisir. Ouais, bah ouais, j'aimerais bien commercialiser mes idées, vendre mes idées ou quoi, mais comme je vous dis, j'ai pas les moyens. Bah c'est con, hein, c'est comme ça. Enfin bref. Donc voilà, je m'arrête sur ce sujet-là. Je vais reprendre le sujet donc d'hier. Et je vais essayer de refaire ça un peu bien. Un peu bien. Oh, je parle très bien la France, moi. Alors en fait, j'espère que là, ce coup-ci, je vais avoir du son. Hein. J'ai même pas vérifié si mon micro, ouais, a priori, il fonctionne. Oui, donc la vidéo où je parlais donc de la vidéo d'Atechue, et je voulais vraiment, si je parlais de polysémie, c'était pas pour rien, parce que donc dans notre quotidien, on va comment dire, on va parler du fait, enfin, il n'est pas du tout, c'est pas un signe de faiblesse. Faut arrêter avec ces conneries. Dans le quotidien, c'est pas du tout un signe de faiblesse que d'être capable de présenter ses excuses quand on a fait une connerie, quand on a tort. Au contraire, c'est une force. Hein. Ceux qui sont incapables de reconnaître leur tort et de présenter leurs excuses quand ils ont déconné, ça nous arrive à tous, putain, de déconner. Mais faut être capable d'assumer ses erreurs. Hein. Et donc ne partir du principe que oui, mais non, mais reconnaître ses erreurs, c'est une faiblesse, machin. Non, pas du tout. C'est des conneries, ça. Ça, c'est justement, merde. Pardon, j'ai oublié ton nom. Toi qui me disais que t'avais été militaire et que t'avais justement, tu t'étais pris la tête avec ce concept de comment dire, de refuser de présenter ses excuses quand t'étais d'active. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, hein, parce que effectivement, que ce soit, mais là tu parlais de l'armée, enfin moi aussi, hein, mais c'est pas que dans l'armée, hein, ne serait-ce que la justice. Quand est-ce que, lorsque la justice commet une erreur, ça arrive souvent, vous croyez, vous, que la justice présente ses excuses, reconnaître ses torts? Ah oui, peut-être des fois au bout de 20 ans de combat acharné pour arriver à faire reconnaître que non, en fait, oui, t'étais bien innocent, bon, allez, t'as le droit à un dédommagement, allez, vas-y, casse-toi maintenant, fais-nous pas chier. Vous voyez, le juge, qui aura été impitoyable avec le mec en question, lui, jamais il aura à faire face à ses erreurs. Jamais. Ben non, ils sont intouchables, ces gens-là. Et c'est peut-être en ça qu'il y aurait peut-être une réforme à envisager dans la justice. Et je dirais pareil avec la médecine. Hein, comment s'appelle le comité, là, l'ordre des médecins, qui a couvert Squarneck, qui a couvert tout un tas de scandales comme ça, parce que non, on va pas se tirer dans les pattes entre nous, hein, quand même. Hein. Ces gens-là, jamais ils n'ont affaire à la justice. Alors qu'ils ont couvert, on va fustiger l'église parce que oh là là, regardez, ils se sont couverts entre eux. Le mec, on l'a pas présenté devant la justice, on l'a envoyé en retraite ou je sais pas où pour faire oublier que c'était un salopard de pédophile. Ouais, c'est clair. C'est dégueulasse, hein. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec justement l'ordre des médecins ou avec tous ces gens-là, ou avec la justice, hein, avec les juges et compagnie, justement.
C'est ça la justice. C'est on est tous soumis au même traitement. Sinon, c'est pas de la justice. C'est pas ça l'état de droit. Hein? Là, c'est l'état des privilèges, là, si on parle par là. Donc, non, voilà, il y a vraiment un souci de ce côté-là. Et alors donc, pour en revenir au sujet de départ, donc il y a le quotidien, être capable de présenter ses excuses, ce qui demande une certaine force morale, hein. Et voilà, je veux dire, il faut bien se mettre en tête que il y a ces gens qui sont incapables de reconnaître leurs torts, et ça c'est grave, c'est un sacré boulet à la cheville de la société, hein. Faut en avoir conscience quand même. Et puis dans nos relations du quotidien, hein, je veux dire, il y a ça. Mais là où justement il y a polysémie pour deux notions qui en réalité n'ont rien à voir l'une avec l'autre, c'est ce point-là où Athée, dans sa vidéo, il avait parfaitement raison. Et justement, comment dire, lui ce qu'il met en valeur, c'est le fait que, comment dire, quand on se retrouve face à une situation problématique qui a eu, oui, comme le disait, c'était Fabien Margerie. Là, je me rappelle de ton nom à toi, oui. Fabien Margerie dans les commentaires qui me disait que, bah oui, si ton camarade il se prend une balle par ta faute, les excuses, oui, c'est bien gentil, mais ça résout pas le problème, ça sert pas à grand chose. Une fois que c'est fait, c'est trop tard. Bah oui, bien évidemment. Et c'est pour ça que, justement, dans l'armée, parce qu'on essaye quand même de façon professionnelle, on quitte le domaine personnel, on parle dans le domaine professionnel. Et dans le domaine professionnel, effectivement, si on veut éviter d'avoir à perdre un avion à 100 millions tous les mois parce que le pilote il a fait de la merde, on établit des protocoles. Protocoles qui sont censés être suivis à la lettre, de façon à ce que on évite qu'une situation souvent ridicule, souvent qui est problématique, qui fait prendre des risques aux pilotes et puis à tout le monde, et puis simplement risquer de perdre un avion à 100 millions, ça fait mal au cul quand même. Donc, on établit des protocoles, on étudie les situations qui ont été accidentogènes, on établit des protocoles pour éviter que la même situation se reproduise à nouveau. Voilà. Et donc, c'est en ça que lui, il dit, il faut pas se chercher des excuses. Donc c'est là où je fais vraiment la différence. Il y a présenter ses excuses et se chercher des excuses. C'est deux choses complètement différentes. Donc on ne doit pas chercher un coupable et se chercher des excuses. Donc celui qui est incriminé, il se cherche des excuses pour dire « Ouais, mais non, mais c'est pas de ma faute, c'était l'avion qui était pas bien foutu, ou c'était... » On se cherche pas un coupable, on se cherche pas des excuses, on cherche à trouver des solutions pour éviter que le même problème se reproduise. Donc peut-être que le mec il a déconné, mais peut-être que c'était pas pour ça. Peut-être qu'il a fait ce qu'il avait à faire, mais que les protocoles étaient pas bien foutus, que l'avion avait été mal entretenu. Là on parle d'avion, mais peu importe le sujet en vrai. Et même dans notre quotidien en vrai, ça on peut le retrouver dans le monde professionnel ou dans le monde personnel. On peut tout à fait retrouver ce genre de situation. Moi, c'est ce que j'illustrais l'autre jour par des exemples à la con, hein, en disant oui, la poêle elle a cassé, t'as toute la gamelle qui se retrouve par terre, ça te brûle ton lino. Bon bah au lieu de dire oh là là, oh mais c'est une poêle qui était de mauvaise qualité, non, tu perds pas ton temps à ça, tu te dépêches de choper la poêle et de la foutre par terre, enfin de la foutre ailleurs, plutôt que de laisser cramer ton lino connement. En disant bah dis donc c'est pas de ma faute hein. Et non, voilà. Et ben c'est typiquement ce genre de comment dire, de ces deux sens différents, cette polysémie sur le terme excuse. Se chercher des excuses, présenter ses excuses, deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Voilà.
Et ce genre de polysémie, on les retrouve en réalité dans des tas de situations différentes, avec des tas de termes différents. Donc là, moi, j'avais cet exemple-là qui me venait sous le nez à ce moment-là, j'en ai parlé, voilà. Oh, je sais plus, dans la vidéo d'hier, c'est con, parce que je donnais plein d'exemples, plein de choses différentes, et je me rappelle plus comment j'ai présenté le sujet. C'était bien, mais bon, tant pis, c'est fait. Oh, c'est la faute au micro, mais oh, je suis désolé, mais regardez, c'est pas de ma faute, c'était le micro. Non, j'aurais dû me méfier quand j'ai vu que le micro fonctionnait pas, que ça clignotait sur le truc. J'aurais dû me dire, ah bah attends, je vais peut-être vérifier si en fait ça fonctionne bien. Je l'ai pas fait, c'est de ma faute, voilà. Et je suis le coupable. Pendez-moi par les couilles. Voilà, la prochaine fois que je verrai que ça clignote, je saurai du coup, ah, ça clignote, ça veut dire que le micro va pas enregistrer. Vous voyez, c'est ça, c'est apprendre de ses erreurs. Voilà. Alors bien sûr que même si on a appris de ses erreurs, on n'est pas parfait, on n'est pas une super intelligence artificielle qui jamais ne commet d'erreur, parce que bah oui, attends, je me rappelle que en l'an de grâce 1823, j'ai vu ce même exemple se produire. Boum boum, je ne ferai plus jamais cette erreur. Bah non, dans toute notre imperfection d'êtres humains, on commet des erreurs et on recommet encore et encore les mêmes erreurs, hein, bien sûr, parce que on peut pas être 100% attentif tout le temps. Hein. Il y a ce truc de dire, et ça aussi c'est une connerie, comment dire. Ça veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, mais il y a ce truc de dire oh ouais, tu m'as eu une fois, c'est de ma faute, je me suis fait avoir une deuxième fois, non, et tu m'as eu une fois, c'est de ta faute, je me suis fait avoir de nouveau, c'est de ma faute, je suis un connard si jamais je me fais avoir de nouveau. Non, parce que bien sûr que tu te feras avoir de nouveau, ça nous arrive à tous, mais c'est pas la peine de se blâmer. Pour autant, ça veut pas dire qu'il faut se dire oh bah de toute façon ça arrive. Hein, oui, les accidents ça arrive bien évidemment, mais c'est aussi notre responsabilité individuelle à chacun de faire en sorte que ça se reproduise pas. Alors on peut pas être toujours à 100%, c'est sûr, mais voilà, faut quand même sans se déresponsabiliser, hein, être capable d'apprendre de nos erreurs, voilà. Bon, bref, j'arrête sur ce sujet-là. Même s'il y avait l'exemple de la mitrailleuse de 14-18, la mitrailleuse française, qui était un bon exemple, mais bon, c'est bon, j'ai déjà assez déblatéré sur le sujet. Et puis j'en reparlerai peut-être une prochaine fois dans un autre contexte. Non, là tout de suite, je vais vous parler de deux autres sujets sur lesquels je suis tombé hier et que je trouve pour l'un passionnant, pour l'autre plus à creuser. J'en reparlerai, mais l'histoire du rhum, ouais, c'est un biais de l'humain qui est très néfaste, et j'en reparlerai. Mais déjà, l'histoire des orques. L'histoire des orques. Alors hier, je suis tombé sur une vidéo, enfin c'était hier soir, juste au moment où je me lavais les dents en fait. Je suis tombé sur une vidéo, alors ça devait être Le Point, je crois, qui raconte une situation dans laquelle se sont retrouvés des scientifiques qui étudient les orques. Ah, au fait, tiens, petite parenthèse comme ça en passant, on dit une orque, même si c'est un mâle. C'est une des espèces animales qui se dit au féminin. Je connais pas la raison exacte pourquoi on dit une orque, mais je présume que c'est parce que c'est des sociétés matriarcales. Les mâles, une fois qu'ils sont adultes, ils partent vivre seuls ou en bande, mais les familles, les clans,
c'est des clans dirigés par des femelles, comme un peu chez les éléphants, où d'ailleurs on dit un éléphant, alors que là on dit une orque. Bon, c'est peut-être, je sais pas, je m'avance peut-être beaucoup en disant que c'est la raison, mais toujours est-il que ouais, les clans d'orques, donc les familles, c'est les matriarches, et secondés par leurs filles, et qui élèvent les petits, mâles et femelles, bien sûr. Les mâles, c'est pas au moment de la naissance, allez c'est bon, t'es un mâle, tu dégages. Hein. Non, c'est pas comme ça se passe. Hein. Bref, donc petite parenthèse refermée. Voilà, donc des scientifiques se sont retrouvés dans la situation où ils se sont vus offrir des cadeaux, alors des offrandes, j'ai envie de dire, par des orques. Alors les premiers qui ont signalé le truc, ils étaient stupéfaits, ils comprenaient pas ce qui se passait. Et en fait, ils ont communiqué sur le sujet, et d'autres ont fait la même remarque, ont dit oui, mais nous aussi ça nous est arrivé. Alors il y en a, alors dans différentes situations. Il y en a, c'était comment dire, il y en a, ça a été des algues, d'autres ça a été des guillemots, d'autres c'était quoi qui disait, des phoques ou des poissons. On leur a, des orques leur ont amené de la nourriture en offrande. Moi je le qualifie d'offrande, je vous expliquerai pourquoi. Et ça, dans différentes situations aussi. Certains qui étaient en bateau, d'autres qui étaient en plongée dans l'eau au milieu d'eux, ils se sont retrouvés dans la situation où les orques venaient leur faire des cadeaux de nourriture. Alors, enfin de nourriture, pour ce qui est des algues, j'ai vu un autre comportement là récemment, qui a été observé que très récemment, c'est-à-dire des orques qui viennent sélectionner un morceau d'algue et qui, deux par deux, viennent se frotter l'un contre l'autre avec l'algue au milieu, un peu comme si ça leur faisait une espèce de peeling pour peut-être déparasiter leur peau, peut-être... On ne sait pas, c'est un phénomène qui a été observé que très récemment, donc ils en sont encore qu'aux observations pour l'instant. Et donc, moi, ça me fait poser des questions, cette histoire d'offrande. Moi, je le qualifie d'offrande, parce que jusqu'ici, les pistes, c'est c'est que des hypothèses pour l'instant. Disant que bon bah peut-être que ils estiment que on est en galère de bouffe, ou pour essayer de créer un lien social entre espèces, on sait pas. Mais moi j'ai une autre hypothèse, et je pense qu'elle serait à prendre très au sérieux. Parce qu'il se trouve qu'on sait que les orques font partie des animaux les plus intelligents sur Terre, à exception faite de nous. Ils font partie des animaux les plus intelligents. Or, dans l'histoire de l'humanité, toute civilisation confondue, ou presque peut-être, je sais pas, je connais pas toutes les civilisations qui ont existé, je suis pas ethnologue, voilà. Mais, à ma connaissance, je reprécise, toutes les civilisations dont j'ai entendu parler ont d'une façon ou d'une autre pratiqué des sacrifices rituels, fait des offrandes, des choses comme ça, aux dieux, pour calmer leur furie vengeresse. Quand il y avait des cataclysmes, quand il y avait des sécheresses, quand il y avait que la vie était dure pour les civilisations, les religions, on peut en dire tout le mal qu'on veut, mais sociologiquement et ethnologiquement et éthologiquement, dans le cas des animaux, puisqu'on ne sait pas vraiment s'ils ont des croyances, des religions, des superstitions. Je vous avais parlé de la superstition des pigeons. On sait que les pigeons sont superstitieux.
On l'a testé scientifiquement, c'est prouvé maintenant. Donc, on sait que dans les situations de crise, les hommes ont toujours se sont tournés vers la religion, et ont pratiqué, que ce soit les sacrifices, les offrandes rituelles, pour les dieux, pour qu'ils calment leur furie vengeresse et qu'ils arrêtent de casser les couilles et de nous détruire pour le simple plaisir de nous détruire. Et moi, je trouve que ça fait vachement poser de questions, ça. Hein, parce que, vous voyez, au même titre qu'il y a ce cas des humains qui cherchent à apaiser la fureur des dieux, est-ce que ça serait pas un peu la même chose pour les orques, ces êtres si intelligents qui voient à quel point l'homme est terriblement dangereux pour eux, est une menace existentielle en ce qui les concerne. Est-ce que par hasard ces êtres supérieurement intelligents n'essaieraient pas de nous amadouer par de telles offrandes? Voilà pourquoi je parlais d'offrandes. Est-ce qu'ils essaieraient pas de sympathiser avec nous pour calmer, vous savez, tout le merdier qu'on fait, quoi? Parce qu'ils ont peut-être pas conscience de la totalité du merdier qu'on fait, dont on est coupable, responsable et coupable. Mais ils sont sûrement témoins de tout un tas de choses. Et si, vous voyez, au même titre que aujourd'hui, il y a des tas de gens qui se rebellent contre la religion et qui essayent de... Je vois un petit moineau qui est en train de chasser un insecte. Et qui, quand les gens sont individuellement dans une situation dramatique à titre personnel, et qui vont maudire Dieu, salaud de Dieu, pourquoi tu me fais ça et tout. Vous vous rappelez, vous, de ces histoires d'orques qui attaquaient des bateaux? Est-ce que ce serait pas l'autre type de comportement qu'on peut adopter face à un dieu démoniaque, un démiurge, comme on pourrait dire, dont on est témoin de la furie et qui détruit le monde dans lequel on vit? On peut soit essayer d'amadouer, soit essayer de résister. Et donc, justement, moi, ces deux types de comportements, moi, je me suis posé des tas de questions à propos déjà de cette histoire d'orques qui attaquaient des bateaux. Ou là, en l'occurrence, de ceux qui viennent faire des cadeaux, des offrandes à ces scientifiques. Parce que les scientifiques, eux, c'est pas des pêcheurs qui laissent traîner leurs filets ou quoi. Non, ils sont pacifiques, ils viennent pas les attaquer, ils les observent de loin, voilà. Donc est-ce que, voilà, moi c'est vraiment, je trouve que ça pose des tas de questions, ces types de comportements comme ça qu'on peut observer dans le monde animal. Et vraiment, c'est encore une fois, je crois, une très grosse remise en question de nos comportements à nous. Hein. Et même si la vie est encore luxuriante et que malgré tout, on voit jour après jour à quel point on est en train de détruire tout ça, il est peut-être pas encore trop tard pour agir. Peut-être pas. Bien sûr que on n'en prend pas le chemin. Hein. Quand on voit la progression
du secteur aérien, quand on voit les guerres, quand on voit le gaspillage, des ressources et de tout ça, on peut se dire que on prend pas le bon chemin et que les choses vont de pire en pire. Hein, le climat va de plus en plus mal. On peut se dire que voilà, peut-être que les animaux intelligents sont conscients de ça aussi, d'une certaine façon, et essayent d'améliorer leurs conditions de vie. Peut-être. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Je vais parler d'un autre sujet, donc, comme je disais, bien plus trivial, mais qui me semble, moi, tout aussi, finalement, important, et surtout tout aussi lié au précédent, et tout un tas de problématiques que j'aborde, moi, dans mes réflexions. Je vous parlais du gaspillage, justement, et j'ai souvent parlé de cette espèce d'engrainement social, comme ça. Quand je parle de mécanique de groupe, ça inclut ce genre de comportement aussi. Quand je parle du fait que on n'est pas du tout dans la modération, et au contraire, il y a cette espèce de mode de toujours plus, voilà, je vous raconte. Et donc j'ai vu une vidéo hier. Alors certainement que c'était plus ou moins une pub déguisée. Je suis pas naïf, hein. Une sorte de vidéo donc que je qualifierais de publicitaire, qui présentait donc un rhum le plus fort qui existe, hein, alors fort dans quel sens? Est-ce qu'il était épicé, ou est-ce que c'est simplement qu'il est au lieu d'être à 40 ou 50 degrés d'alcool, il est à 80? J'en sais rien. Bon. Toujours est-il, il y avait cette vidéo qui parlait de ce rhum. Alors avec t'avais une nana et puis un mec qui était là en train de faire leur retape pour leur bordel là, et qui oh là là, en train de se réjouir à l'avance de ce rhum tellement fort, tellement, hein. Et justement il y a ce côté compétition, hein, ce côté qui c'est qui en fera le plus, qui c'est qui a la plus grosse, qui c'est qui va pisser le plus loin, hein, vous voyez. Et là le truc c'était justement dans le package de ce rhum là, je connais pas le nom et donc je m'en bats les couilles. Il y avait donc une toute petite mini bouteille qui doit certainement être vendue la peau du cul, avec deux petits verres, deux petits shots là, deux petits verres à shot comme ça, avec il y avait petite inscription pour dire 5 centilitres, c'est pour les noobs. Il y a une petite tapette, oui, il avait son tout petit whisky, c'est son tout petit rhum là. T'es un gamin toi, hein, c'est pour les enfants de 5 ans ça. Hein, voilà. Ensuite, il y avait la taille normale, je sais plus ce qu'il y avait marqué dessus. Puis quand tu remplis ton verre jusqu'en haut là, t'es un gangster. C'était marqué ça, c'était marqué gangster. Je vous avais dit qu'on faisait la pub pour tous les comportements les plus malsains, pour tous les comportements les plus exagérés, les comportements les plus violents. Ah, un gangster, ça c'est fier. Moi je suis un gangster, moi. Hein. Je suis pas un mec bien, moi. Non, moi, non. Les mecs bien, bon, tu parles, c'est des tafioles, jamais ils foutront une patate dans la gueule de leur bonne femme parce qu'elle les a énervés. Non, ça c'est les gangsters qui font ça. Hein. Moi je suis un vrai gangster, moi, vous voyez. Hein. Vous voyez, je vous disais combien de fois je vous ai parlé de ça, de cette mise en valeur de la violence, de l'excès, de la vengeance et tout ce genre de conneries. Hein, là, ça, je crois que c'en est un exemple parfait, vous voyez. Hein, et la bonne femme et le mec là, ils sont versés une dose de gangster. Hein, puis ensuite ils ont bu leur truc et puis
en fait, ça leur a arraché la gueule, ils en pouvaient plus. Ah bah non, bah finalement, je suis pas un gangster. Hein. Bah oui, ça te sert à quoi de toute façon, hein? Au lieu de, si c'est un bon rhum, moi j'ai souvenir, je me suis déjà acheté 2-3 bouteilles de Diplomatico, un rhum vénézuélien, un rhum ambré, très bon, il est peut-être à 40 degrés seulement, un truc de tapette, hein, bah oui, hein. Très bon, voilà, bon, c'est fort déjà, hein, 40 degrés, c'est déjà pas mal, hein. Mais il était savoureux. Je l'ai apprécié, je m'en suis pas servi des grands verres comme ça. Un petit verre, ça chauffe déjà, hein, c'est déjà pas mal. Mais voilà, la modération quoi. C'est juste, tu apprécies le truc. Là non, là, moi je suis un gangster. Comme le fameux mythe des westerns, là, le mec dans le saloon, il se prend un verre comme ça, hop là, il se t'envoie. Moi je suis un vrai homme, avec une bite et des couilles. Ça serait peut-être pas mal d'en revenir de ces conneries là, hein? Alors je dis pas d'être parfaitement policé, jamais un mot plus haut que l'autre et tout ça. Non, c'est pas ça le but, c'est pas le sujet. Le sujet c'est justement pas non plus monter dans les tours et il m'a énervé, je l'ai trucidé, je lui ai roulé dessus avec ma bagnole parce que ce connard il m'engueulait parce que je roulais sur la piste cyclable. Vous voyez ce genre de comportement de fils de pute comme ça. Vous voyez, bah justement, moi j'ai tendance à penser que ce genre de comportement de moi je suis un gangster, je me sers des verres comme ça d'un truc ultra fort. Ça va dans ce sens de le connard qui va rouler sur le cycliste qui l'a engueulé. Vous voyez? Moi je suis plus pour la modération, l'apaisement. Effectivement, être capable de reconnaître ses torts et ses erreurs. Être capable de présenter ses excuses. Vous voyez? Être gentil, c'est pas un défaut, c'est pas un tort. Hein. Être gentil, c'est bien. Encourageons ça. Et faut arrêter avec le binge drinking, là, faut boire le plus possible pour montrer qui c'est le bonhomme, hein. Ou faut fumer des gros pétards longs comme ça. Ouais, t'as mis 20 grammes de shit dans ton vélo et tu vas te défoncer la gueule. C'est pas comme ça que t'apprécies les choses, hein. C'est pas le lendemain matin quand t'as trop picolé la veille et que j'ai trop mal à la tête. Bah ouais, fallait boire un petit peu moins la veille quoi. Hein. Alors je dis pas, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'arrive encore de temps en temps, mais justement, c'est après qu'on regrette. Hein. Ah merde, c'est vrai que j'ai quand même buté un gars hein, en lui roulant dessus parce que j'étais énervé. Je suis désolé, excusez-moi. Hein. Ouais, c'est trop tard, c'est fait. Mon camarade, il s'est pris une balle par ma faute. Ouais, mais c'est parce que j'étais en train de regarder sur mon téléphone. Bah ouais. C'est bien joli les excuses aussi, hein, mais faut aussi essayer de se mettre en situation de pas avoir à présenter ses excuses. Vous voyez, tous ces sujets, c'est un petit peu lié quand même. Hein. Donc là, en l'occurrence, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus non plus. Mais voilà, c'était pour dire que faut réfléchir à nos comportements du quotidien, réfléchir à la façon dont on fait la promotion des mauvais comportements quand on se comporte soi-même mal. Alors effectivement, c'est la vie, c'est compliqué et on commet tout le temps les mêmes erreurs, encore et encore, ouais. Mais est-ce que c'est une raison pour faire aucun effort et ne jamais se remettre en question, ne jamais reconnaître ses torts? Non. Hein, parce que même si socialement, c'est... il a reconnu qu'il avait déconné. Le bouffon. Bah ouais. Ouais, j'ai déconné, ouais, ça arrive. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On me pend par les couilles ou est-ce que on essaye d'avancer, de faire en sorte parce que c'est pareil, hein, quelqu'un qui a commis une erreur, c'est fini, on le jette au fond d'un trou, on l'oublie. Parce que dans ce cas-là, je vous dirais, hein,
Il y en a bien d'autres, hein, des hommes politiques, des milliardaires, des gens comme ça. Ah, faudrait les jeter au fond d'un trou et les oublier, hein, si on en est là. Hein. Ah ouais, hein. Mais non, il y a une différence entre les gueux et puis les Bernard Arnault, les Saadé, les Bolloré et autres, Lagardère, Dassault et compagnie. Il y a une différence entre ces gens-là, et sans compter les Sarkozy, les Balkany, bon, Chirac, on n'en parle plus, mais hein, ces gens-là, et les gueux comme nous sommes, ils n'ont pas le droit au même traitement. Hein. La justice est bien plus tolérante envers ces gens-là qu'envers nous. Et le pire, c'est qu'en plus, on est tellement bien manipulé que la plupart des gens qui vont réclamer la sévérité de la justice et remise de la peine de mort et des trucs comme ça, les mêmes, ils vont signer des pétitions pour dire que oh bah dis donc quand même Marine Le Pen, c'est pas parce qu'elle a détourné quelques millions pour de façon frauduleuse que ça veut dire qu'il faut l'empêcher de se présenter au présidentiel. Alors qu'elle-même elle disait que normalement un homme politique qui se fait gauler la main dans le pot de confiture, bah il faudrait qu'on en entende plus jamais parler. Ouais, mais quand c'est elle, non, c'est pas pareil. Bah non, moi c'était pas dans ce genre de cas que je disais ça. Hein. Vous voyez, 2 poids 2 mesures. Donc si on est dans un état de droit, eh ben, ça veut dire que effectivement, tout le monde doit avoir à faire face à ses erreurs. Voilà. Bref, bon, je vais m'arrêter là. Je vais voir où c'en est là, mon petit bricolage que j'ai en cours. Et puis bah, si j'ai d'autres choses à rajouter, on verra ça plus tard dans la journée. Allez, sur ce. Non, tiens, d'ailleurs, je vais poster la vidéo maintenant puisque je vais supprimer l'autre qui est sorti mais qui sert à rien. Donc autant que je vide un petit peu d'espace du web, l'espace inutilement occupé par cette vidéo qui a pas de son. C'est con. Bon, allez, ciao les corbecs.